Que serait notre conscience sans inconscient ? La psychanalyse est-elle la seule forme de thérapie ? Que veut-on dire quand on parle de pulsion ? Dans quel cas parlons-nous de transfert ? Branchez vos synapses et entrez dans l'interface pour apprendre à penser psycho. Une émission proposée par Mostafa, Lucie et Alexandra, étudiants en psychologie clinique. Bonjour et bienvenue sur Pensée Psycho, votre podcast de psychologie clinique préféré. Je suis Mostafa Mala, détenteur de licence de psychologie et psychopathologie adulte à l'université Lumière Lyon 2. Et je suis Alexandra Hornecker, étudiante à l'université Lumière Lyon 2 et diplômée également de licence en psychologie, option psychopathologie de l'adolescent. On va faire la troisième partie sur la musicothérapie parce que c'est un sujet que j'affectionne tellement qu'il mérite d'avoir 3 parties. Donc voilà, j'espère que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou des petites remarques à nous faire. Ce sera toujours plaisant d'y répondre. On vous souhaite une bonne écoute. Un truc qui pourrait t'intéresser, c'est que au niveau des pathologies, on peut utiliser la musicothérapie dans le milieu carcéral. Mais oui. Ça paraît surprenant, mais c'est tout à fait possible. Ouais, non, c'est pas surprenant parce que en soi, c'est plus efficace les outils de médiation en général dans ces domaines-là parce qu'on n'a pas beaucoup de temps avec chaque patient. Et la médiation, qu'on le veuille ou non, elle est plus rapide et plus efficace que le modèle psychothérapeutique de la cure type, entre guillemets, qui va consister à parler. Quand on a 1 heure à accorder à notre patient, c'est efficace. Et qu'on peut le voir toutes les 1 ou 2 semaines. Mais quand on peut voir le patient 1 fois par mois, 30 minutes... C'est sûr que c'est compliqué. Pour revenir au niveau des institutions, on a parlé de la prison, mais par exemple à Villeurbanne, il y a une clinique. Donc pour ceux qui sont lyonnais, peut-être que ça leur parlera. C'est la clinique de Notre-Dame. C'est une clinique en fait où on peut consulter en externe, mais ça accueille aussi surtout des personnes, on va dire, en cure de repos. C'est un peu un hôpital, pas psychiatrique quoi, mais c'est un peu atypique. Et en fait, il y a énormément de médiations artistiques groupales qui sont faites. C'est des personnes qui souvent souffrent de dépression qui vont là-bas et c'est des hospitalisations qui sont voulues par le patient, elles ne sont pas imposées. Et il y a tout un personnel médical qui est formé pour travailler sur les dessins, sur la musique, c'est possible, sur des ateliers plus manuels. Et c'est vrai que les hospitalisations ressortent avec une efficacité qui est très très positive. Je suis quand même future clinicienne, mais je pense que tout dépend aussi de la personne et je pense que dans la majeure partie des cas, c'est plus facile de passer par autre chose que par des mots quand on est dans une trop grande souffrance. C'est d'ailleurs pour ça que je vais parler comme type de pathologie des troubles du développement et la maltraitance. Donc j'ai comme projet en fait de faire une thèse en psychopathologie clinique portée en fait sur des enfants, des adolescents mineurs en foyer, en MEX plus précisément, ce qui veut dire maison d'enfants à caractère social. Donc c'est des enfants qui sont placés par le juge. Ce sont des personnes très vulnérables qui ont beaucoup souffert, qui ont vécu des maltraitances, mais parfois d'une violence inouïe. On trouve absolument tout. Ce sont de vrais traumatismes qui sont très invalidants, qui font beaucoup souffrir. Il y a des choses qui parfois sont de l'ordre de l'indicible. Je suis désolée d'arriver sur une note un peu drama, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Surtout quand on est jeune, surtout quand on est un enfant qui a peut-être pas acquis la parole ou qui a moins de 10 ans, quoi. Ouais. C'est des choses qu'on n'a pas pu représenter, qu'on ne comprend pas encore. On ne les comprend pas et on a empreint d'une grande culpabilité, d'un sentiment de honte incroyable. Et puis c'est des choses qui marquent, de toute façon ça marquera à vie, mais qui marquent vraiment à en faire des cauchemars, à en faire pipi au lit, à avoir des troubles du comportement, tout ça. Et justement, la musicothérapie, même toute médiation artistique d'une manière générale peut aider justement ces enfants et moi mon projet un peu atypique c'est justement de faire des groupes d'ateliers individuels et groupales dans ce genre d'institution, bien qu'il y ait des psychologues pour les enfants, ne vont pas assez approfondir en fait le soin thérapeutique et ne vont pas aider ces enfants à avoir la capacité finalement de passer au-delà de leur traumatisme et à voir en avant au lieu de rester bloqué en arrière. C'est ce qu'on appelle finalement la résilience, c'est-à-dire qu'on arrive malgré tous ces vécus horribles de s'en sortir et d'essayer d'avoir une vie à peu près normale, d'essayer finalement de finir sur une bonne voie. Et ça, c'est quelque chose en France qui est absolument pas mis en place, mais vraiment du tout, il n'y a aucune institution qui fait ça à l'heure actuelle.
C'est en fait un de mes projets et j'ai vraiment envie de sortir ces gamins de la merde, si je peux parler vulgairement. Oui. Oui. C'est pas parce que on a été victime que on est condamné. Ouais. Ça, il faut vraiment qu'on puisse l'intégrer dans notre société. On peut s'en sortir malgré qu'on ait des coups dans le dos. Même si on marche avec des béquilles, on peut quand même s'en sortir. On peut avoir une vie, on a le droit d'être heureux. Et ces enfants ont le droit d'être pris en considération. Et c'est pour ça en fait que ce projet me tient particulièrement à cœur. Je suis touchée vraiment de manière très très personnelle sur ça et ça mérite un travail sur ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est dans la société actuelle, je pense pas que ce soit juste en France, je pense que c'est un peu partout dans le monde. Le monde marche selon un modèle de démerde-toi. C'est-à-dire, on a eu une démolition de certaines instances de transformation, comme je te disais, Oui, tout à l'heure, oui, on en parlait encore. Ouais, on en parlait, il y a eu une démolition de certaines instances de transformation qui venaient appuyer ces failles psychologiques et ces traumatismes, tant bien que mal. Ces instances étant des instances de transformation telles que la religion qui permettent de trouver refuge, telles que la société en tant que regard moral, en tant qu'instance morale, parce qu'ils servent de substitut au surmoi, on en parlera dans les instances psychiques, et ils peuvent appuyer certaines pathologies. Là, surtout pour notre génération, peut-être pas les générations de nos parents, mais plutôt notre génération, il y a eu une abolition des grandes instances, et on est dans un monde, comme on disait dans le colloque qu'on avait fait sur la criminaux, de self-made man, de tu dois te construire toi-même. Ouais, tout à fait. Et même, un exemple qui m'est venu à l'esprit, c'est même quand tu as une famille derrière toi qui te soutient, que ce soit financièrement ou autre, bah c'est devenu comme une insulte. Quand on te dise, toi, de toute façon, tes parents, ils payent pour toi, c'est une insulte. C'est comme si tu devais te construire toi-même alors qu'on ne peut pas se construire soi-même. Et paradoxalement, pour en faire l'expérience au quotidien, quand tu te débrouilles tout seul et que tu fondes tout de tes propres mains, parce que la vie en a décidé ainsi, on va te le reprocher aussi. D'être seul, d'être isolé, et on va te stigmatiser, on va dire oui mais tu es une personne sans ressources, tu es une personne isolée, et encore plus si on est une jeune femme, alors là c'est le pompon, parce qu'en plus on est une jeune femme, on est forcément vulnérable, on est forcément fragile, on peut pas se débrouiller tout seul, donc les deux sont hyper contradictoires, et c'est la société actuelle en fait. Ouais, et c'est un modèle, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, c'est un modèle de démerde-toi avec tes problématiques psychiques. C'est ça. Alors que c'est une souffrance comme une autre. C'est pas quelqu'un souffre du diabète, on lui dit bah démerde-toi. C'est pas comme ça que ça marche. C'est des maladies comme d'autres maladies, et ces maladies même, ces souffrances même, c'est ce qui fait que les prisons sont surpeuplées dans certains cas, parce que certaines personnes, laissées à elles-mêmes, ou elles vont essayer de trouver un substitut à ces instances dans des instances organisées comme le radicalisme ou le crime organisé, ou alors ça va faire des épisodes de violence non contrôlés. Enfin ça, on fera un 3e épisode sur la criminaux si vous voulez pour en parler. Bah, tu vois, pour revenir sur les cas de maltraitance et les mecs avec mon projet, donc les foyers, il y a à l'heure actuelle 25% des SDF, des personnes sans domicile fixe, qui sont issus de foyers en fait. D'accord. Parce que, passé en fait nos 18 ans, il existe dans le corps socio-éducatif de la justice des contrats jeunes majeurs. Donc les personnes, elles vont pouvoir être aidées au début de leur majorité. Et puis, restriction budgétaire et puis précarité sociale fait que, à 20 ans, on est tout seul, il faut se débrouiller. À 20 ans, je suis désolée, mais on n'est pas encore totalement construit, on a besoin encore d'un étayage. Et quand tu sors d'un foyer, tu n'as pas forcément de proches qui peuvent te soutenir. Dans les cas les plus graves, et c'est ce que ça fait les 25% des SDF, ils n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls et ils se retrouvent à la rue. Parce qu'on leur dit depuis toujours, débrouille-toi. Donc pour enchaîner, pour finir un petit peu la musicothérapie, j'aimerais bien vous expliquer en quoi consiste une séance typique lorsqu'on va commencer ce genre de suivi. Tout d'abord, bien sûr, il faut prendre rendez-vous, ça va de soi. Et lorsqu'on va rencontrer le thérapeute, on va procéder à une première évaluation. Déjà, la personne va expliquer les ou la cause de sa venue, qu'est-ce qui lui fait souffrance, les difficultés. Elle peut venir accompagner ou non, surtout si c'est un sujet mineur.
On va en fait élaborer un petit peu le profil de l'individu. Et ensuite, donc après les caractéristiques, voilà, tout ce qui est de l'ordre un petit peu de la pathologie, donc on est vraiment dans la clinique, on va passer à l'évaluation musicale. Donc c'est-à-dire qu'on va interroger la personne sur les goûts musicaux. Qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, quel chanteur elle aime bien entendre, quelles sont ses compositions favorites. Et on va les garder en tête parce que ça va nous servir pour plus tard, que ce soit aussi bien réceptif que actif, la musicothérapie. On va réutiliser toutes ces informations. On va après mettre en place un petit peu une sorte de séance. Le mieux, c'est que ce soit bimensuel ou hebdomadaire, hein, comme tout type de thérapie. Ça peut être aussi plusieurs fois par semaine, mais c'est plus difficile. Et puis bon, il y a le coût financier, hein, puisque c'est pas remboursé. Durant les premières séances, on va travailler sur ce qui est le plus prégnant chez cette personne souffrante. Donc, par exemple, un deuil qui est impossible à faire. Bon, on connaît les goûts musicaux de la personne. Elle se dit qu'elle est un peu mal à l'aise pour créer quelque chose. On va passer sur de la réception. Donc, on va faire écouter une musique. Ça peut être un extrait, comme une œuvre entière. Tout dépend du genre. Et ensuite, on va rediscuter ensemble. On peut même faire des petites interventions. Si on voit que la personne est en train de pleurer à chaudes larmes, on peut très bien lui donner un paquet de mouchoirs, être compatissant, être empathique. C'est des qualités de toute façon que tout thérapeute doit avoir, mais être à l'écoute du patient, c'est hyper primordial. Et puis, bien sûr, on refait le feedback de tout ça. Au cours des séances, si cette personne est vraiment bloquée sur la création, c'est de l'amener progressivement à faire quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, c'est-à-dire créer. On peut, par exemple, on sait que c'est une personne, elle est fan de Nirvana, eh bien, lors de la première création, on va jouer, sans rien lui dire, par exemple, les premiers airs d'une des chansons de Nirvana, Polly par exemple, à la guitare ou au piano. On joue. Et la personne me dira, tiens, elle m'a écouté, elle sait que j'aime bien Nirvana, on va en discuter et puis après on va l'inviter finalement à faire de la création. C'est l'amadouement comme je le présente, mais c'est vraiment comme ça, on va essayer de mettre en confiance la personne. On va recréer la musique, on va la rejouer ensemble, elle peut la chanter si elle veut, il n'y a aucune contre-indication à ça bien entendu. Et puis, plus on va arriver sur un processus de réception ou d'action, plus on va travailler loin. Et si on est dans la musicothérapie active, le but, ça va être à la fin que la personne arrive à maîtriser un instrument ou des percussions et d'arriver à rentrer pas en symbiose mais en harmonie pour complètement improviser. Donc là, on lâche en fait totalement le contrôle, la maîtrise. Là, on est vraiment dans une sensation de liberté et c'est là que la personne finalement alors, a abouti son chemin. Quand elle arrivera finalement à improviser, c'est que déjà elle aura fait un travail sur elle-même qui lui permet de reconnaître ses affects, d'avoir confiance en elle, d'avoir une bonne estime d'elle-même pour se dire je suis capable de le faire et on fait un bœuf comme on dit en musique et on joue ensemble. Généralement quand on arrive à ce stade, je pense qu'on est plutôt vers la fin du suivi. La personne a beaucoup changé entre temps On finit l'épisode sur la musicothérapie, j'espère qu'il vous aura plu. J'espère que l'intervention d'Alexandra vous aura apporté beaucoup de connaissances. Moi personnellement ça m'a beaucoup intéressé d'en parler. Merci, c'est gentil. Et je pense qu'on va te revoir dans de prochains épisodes. Oui, maintenant, je serai plus présente. Oui, parce que on voulait faire des épisodes avec Alexandra, mais nos emplois du temps, ils étaient jamais compatibles. Non, mais c'est sûr que les emplois du temps, nos horaires, nos stages aussi, parce que j'ai eu un stage extrêmement long, ça a fait que j'ai pas pu participer aux premiers épisodes, à mon grand regret finalement. Mais bon, voilà, maintenant qu'on est diplômé de notre licence, en attendant qu'on commence nos cours de master, je pense qu'on va pouvoir maintenant collaborer ensemble, avec moins de contraintes finalement extérieures, et vous porter aussi plus d'attention. Prendre en considération aussi vos attentes, vos besoins, vos questionnements et puis répondre à tout ça. Donc on arrive à la fin de cet épisode. On espère que l'épisode vous aura plu et on vous dit à la prochaine sur Pensée Psycho.